Jack London, Cro-Blanc. Chapitre 3. La meute. La journée commença mieux que celle de la veille. Aucun chien ne manquait à l'appel et les deux hommes se remirent en marche de meilleure humeur, dans la neige et l'obscurité. Et même lorsqu'à midi des chiens renversèrent le traîneau à un passage difficile, ils accueillirent l'incident avec des plaisanteries. Le désordre était pourtant épouvantable. Le traîneau renversé était coincé entre un arbre et un rocher, et il fallut désharnacher les chiens. Cela fait, les hommes se mirent en devoir de redresser le traîneau. C'est Henri qui aperçut le premier une oreille qui s'échappait en rampant. « Une oreille !» cria-t-il. « Ici, tout de suite !» Mais le chien, au lieu d'obéir, prit la fuite en courant, traînant ses harnais derrière lui. Là-bas, sur la piste, la louve l'attendait. En approchant d'elle, le chien hésita et ralentit sa course. La louve semblait lui sourire de tous ses crocs et fit même un pas vers lui comme une invite. Une oreille s'approcha encore, quelque peu sur ses gardes cependant. Quand il l'eut rejointe, il essaya de frotter son nez contre le sien, mais elle recula avec froideur. Il la suivit, et la louve recommença plusieurs fois ce manège, l'entraînant chaque fois un peu plus loin. Une oreille hésita encore un peu, et regarda vers le traîneau et les deux hommes qui l'appelaient de toute leur force, mais une nouvelle invite de la louve le décida finalement à la suivre. Bill, pendant ce temps-là, avait songé au fusil, mais celui-ci était coincé sous le traîneau, et lorsque, aidé par Henri, il eut enfin mis la main dessus, le chien et la louve étaient déjà trop éloignés pour qu'il pût s'en servir sans risquer de tuer le chien. Une oreille reconnut trop tard son erreur. Les deux hommes le vinrent revenir vers eux à toute allure, mais déjà une douzaine de loups efflanqués fonçaient sur lui à angle droit pour lui couper la retraite. La louve, elle, cessant son manège, s'était jetée sur le chien, et bousculée d'un coup d'épaule, le poursuivait de près. Bill s'élança. « Où vas-tu » cria Henri en le retenant. Bill se dégagea d'un mouvement brusque. « Je ne peux pas supporter cela. Si j'y peux quelque chose, ils n'auront pas nos chiens. » Le fusil au poing, il s'élança dans le taillis. « Fais attention » cria Henri une dernière fois. « Sois prudent !» Une oreille avait quitté la piste et tendait de rejoindre le traîneau en décrivant un grand cercle. Henri l'apercevait à travers les troncs clairsemés, s'efforçant de distancer ses poursuivants, tandis que Bill tentait de les arrêter. L'entreprise était promise d'avance à l'échec. De nouveaux loups arrivaient, de partout, se joignant à la chasse. Soudain, Henri entendit un coup de feu, puis deux autres très rapprochés. Les munitions de Bill étaient épuisées. Un loup touché hurla, puis les cris du chien éclatèrent. Et ce fut tout. Henri resta longtemps assis sans rien dire sur le traîneau. Il n'avait pas besoin d'aller voir de près pour savoir exactement ce qui était arrivé. Brusquement, il chercha fébrilement la hache qui était parmi les bagages. Puis il se rassit, réfléchissant longuement. Les deux chiens qui restaient se tassaient contre ses pieds, tremblants. Enfin, en proie à une immense lassitude, il rechargea le traîneau, attela les chiens et se remit en route, tirant lui aussi le traîneau avec un harnais d'homme pour soulager les chiens. L'étape fut courte. Dès que le jour commença à décroître, il organisa le campement. Il mangea hâtivement et se coucha. Il ne dormait pas encore quand les loups arrivèrent. Ils étaient si près, cette fois, qu'on pouvait les voir comme en plein jour à la lueur du feu, couchés en rond sur la neige ou assis autour, la langue pendante et les yeux luisants. De temps en temps, tous s'ébrouaient et hurlaient en chœur. Les deux chiens se pressaient contre l'homme, implorant sa protection. Puis il arriva qu'à force d'avancer d'un centimètre à la fois, les loups furent tout près du foyer. Alors, il prit des brandons enflammés et en cribla les bêtes. Elles sautaient en arrière avec des cris quand un tison bien lancé les atteignait. Au matin, l'homme était épuisé et hagard, les yeux lourds de sommeil. Quand la lumière eut dispersé les loups, il mangea et fit manger les chiens. Puis, avec sa hache, il abattit de jeunes sapins et les lia en croix qu'il attacha à 4 autres sapins rapprochés qu'il avait repérés. Cette espèce de plate-forme en bois une fois construite, il y hissa le cercueil à l'aide de courroies du traîneau, secondé par les chiens qui tiraient avec lui. « Ils ont eu Bill » dit-il aux morts, quand ce fut fait.
Et moi aussi, ils mourront peut-être, mais toi au moins, ils n'en t'auront pas. Le traîneau filait maintenant rapidement, derrière les chiens qui haletaient avec enthousiasme, sachant que le salut se trouvait dans le chenil de Fort Emguri. Les loups n'avaient pas lâché prise pourtant. Au contraire, ils étaient derrière le traîneau, plus nombreux et plus confiants que jamais, trottant sans crainte sur la piste fraîchement ouverte par les chiens, leurs pattes dures les menant toujours à la suite de ce gibier certain qui fuyait devant eux. À midi, le soleil parut brièvement, mais presque aussitôt le jour se mit à décroître. L'homme organisa l'étape de bonne heure. À la clarté déclinante du crépuscule, il se hâta de couper une grande quantité de bois pour le feu. Avec la nuit, la peur revint. L'homme, tenaillé entre la crainte des loups et le besoin de dormir, s'efforçait de garder les yeux ouverts. Il finit par s'endormir malgré lui, la hache entre les genoux, un chien de chaque côté. Il lutta pour se réveiller et se mit à regarder ses mains, avec une intention qu'il n'avait jamais eue. Il en était stupéfait soudain. Il s'étonnait de l'aisance, de la précision de leurs gestes, de la délicatesse de leurs mouvements, de la force de toute cette merveilleuse mécanique. Puis, comme la flamme du brandon qu'il tenait à la main gagnait peu à peu vers son petit doigt, il le replia un peu en arrière, avec lenteur et précision. Il songea longtemps à son propre corps, s'émerveillant. Cette nuit-là, les loups n'attaquèrent pas. Mais au matin, pour la première fois, ils ne se dispersèrent pas non plus. Il essaya bien de forcer le cercle et de se remettre en route, mais à peine avait-il fait quelques pas hors de la protection du feu qu'un loup plus hardi que les autres bondit sur lui. Le bond de côté que fit Henri lui sauva la vie. Il se mit à cribler ses assaillants de tisons enflammés. Le siège dura toute la journée. Comme sa provision de bois menaçait de s'épuiser, il étendit peu à peu la flamme vers un sapin mort, à quelque distance, et passa le reste de la journée à le débiter pour le foyer. L'angoisse revint avec la nuit. Pour ne pas s'endormir, il lia à sa main une branche résineuse. Ainsi, s'il s'endormait, la brûlure finirait par le réveiller. C'est ce qui se produisit plusieurs fois. Un moment vint, pourtant, où la branche mal attachée tomba à terre, et où il s'endormit. Ce furent les hurlements des loups qui le réveillèrent. Ils étaient enfin passés à la curée, et l'un d'eux le mordait sauvagement au bras, à travers les épaisses fourrures. D'un mouvement instinctif, Henri sauta dans le feu, et le loup lâcha prise. Les mains protégées par ses moufles épaisses, l'homme ramassait à poignées les braises ardentes et les jetait sur les fauves en criant. Ce volcan en éruption fit enfin reculer le loup. Les chiens survivants avaient disparu, étranglés et dévorés en un instant, comme leurs infortunés compagnons d'attelage. L'homme profita de ce répit pour dresser hâtivement un cercle de branches et de fagots auquel il mit le feu. Il resta là, seul, environné de son mur de flammes entre lesquels, par instants, il voyait les loups, tout près de lui, qui se chauffaient au feu. Il voyait surtout la louve, avec sa fourrure roussâtre qui le fixait de ses yeux jaunes, assise tranquillement. Combien de temps dormit-il? Il n'aurait pu le dire. Le feu avait baissé. Il se leva avec lassitude pour le recharger de bois, et ne prit conscience qu'à ce moment du changement extraordinaire et inattendu qui s'était produit. Les loups étaient partis. C'est à peine s'il put balbutier quelques mots avant de s'écrouler dans le sommeil, quand 4 attelages de Fort Emguri, 6 hommes et 30 chiens, le recueillirent vers midi. Fin du chapitre 3.